Bon, alors notre présentation, on l'a intitulée « Pour une approche sémantique de la conflictualité politique ». Et en fait, c'est un peu une suite de ce qui a été présenté tout à l'heure par Alfredo Lescano dans la conférence plénière. Ça va être un peu une approche plus descriptive que ce qu'il a présenté tout à l'heure. Alors, donc, ce qu'on va vous présenter, ça s'intègre donc à un programme de recherche qui a été initié il y a quelques années. Donc, vous l'aurez compris si vous avez entendu la présentation d'Alfredo tout à l'heure. Cette recherche part de deux questionnements. Le premier, donc, qui a été mené par Alfredo Lescano, autour de la mise en place d'une analyse sémantique des conflits sociaux. Alors, les conflits sociaux, on peut présenter ça comme des situations dans lesquelles des individus ou des groupes d'individus interviennent dans l'espace public par des discours oraux ou écrits pour transformer ou pour conserver un certain état des choses. Le deuxième questionnement, je l'ai mené dans ma thèse autour de la description sémantique d'assemblées internes à des partis politiques ou à des mouvements sociaux, c'est-à-dire en fait des interactions orales en face à face qui étaient conflictuelles. Ce qui s'est passé, c'est que malgré la différence entre ces deux types de situations, nos recherches ont en fait abouti au développement d'un objet théorique unique et de catégories descriptives communes. Et donc en fait, c'est ça qu'on est en train de développer dans le collectif Programma, donc au nom duquel on est en train de parler aujourd'hui. Et donc il y a d'autres membres qui n'ont pas pu se connecter, mais on parle en leur nom. Un état de nos recherches actuelles va bientôt être publié dans le numéro 6 de la revue espagnole Refraction, et ce sera dans une version bilingue espagnol-français ou portugais-français ou portugais-espagnol. Donc ce qu'on présente en fait aujourd'hui va être une sorte d'aperçu de cette publication collective. Alors moi je vais vous parler de l'assemblée qui a eu lieu dans le village espagnol de Marinaleda en Andalousie en 2017. Théa Corler, qui est ici à mes côtés, présentera certains aspects du conflit autour d'Europa City qui s'est déroulé entre 2011 et 2019. Alors Europa City, c'était un énorme projet d'infrastructure commerciale, culturelle et de loisirs sur des terres agricoles qu'on appelle le triangle de Gonesse, qui est dans le Val d'Oise. Et enfin, on présentera le travail de Fortunato Morales, qui est donc ici, à droite, en haut de votre écran. Et on présentera son travail autour du conflit qui a eu lieu au Chili en 2019 et qui a été déclenché par la hausse du prix des tickets de métro. Alors, on parle en son nom parce que Fortunato est chilien et donc c'est commencé à être compliqué de faire une présentation en espagnol et en français en même temps. Voilà. Alors, on réunit toutes les situations dont on va vous parler et d'autres dont on parlera dans le numéro de Refraction sous le terme de situation politique. Parce que selon nous, ces situations se caractérisent toutes par des tentatives de transformation de la situation, par un travail qui est effectué sur ce qu'il est possible de dire et de faire. Donc par exemple, toutes les interventions discursives autour du projet soient en fin de compte réalisées ou non, c'est-à-dire que le centre commercial soit construit ou non. Dans le cas du conflit chilien, des transports visent d'abord l'abandon de la mesure et font finalement surgir d'autres types de demandes qui étaient jusqu'alors inenvisageables. On va en reparler, on va développer tout ça. Et enfin, l'échange qui a lieu dans l'assemblée du village andalou de Marinaleda aboutit à l'intégration immédiate d'une nouvelle travailleuse à l'usine de mise en conserve des légumes récoltés par les agriculteurs du village. Oui, alors déjà bonjour à tout le monde. Pour expliquer l'évolution de ce qu'il est possible de dire et de faire dans ces situations politiques, on postule qu'il existe un rapport de double conditionnement entre le plan des discours et un plan sémantique. Donc les discours travaillent sur des entités sémantiques, essaient d'en installer des nouvelles, d'en renforcer certaines déjà existantes et d'en affaiblir d'autres. Et inversement, l'évolution sémantique conditionne les discours qu'il sera possible de produire. Donc, dans notre optique, la transformation de ce qu'il est possible de dire ou de faire passe par le travail discursif effectué sur les entités sémantiques contenues dans un espace partagé, modifiable et instable, qu'on appelle espace sémantique de la situation conflictuelle. Et donc, les trois cas qui nous intéressent aujourd'hui montrent que le travail sur les entités sémantiques a pour effet de produire des discours
qui deviendront évidents dans le cas de Marina Leda et d'EuropaCity, et obsolètes au profit de l'apparition de nouveaux discours dans le cas du Chili. Il s'agit donc de décrire cette relation entre le niveau sémantique et le degré d'évidence des discours. Et comme l'a dit Alfredo tout à l'heure, on considère les entités sémantiques comme des possibilités d'agir. Un agir qui est à la fois discursif et extra-discursif. Et un agir qui évolue et se transforme par l'intervention des discours. Donc ces entités sémantiques, c'est des virtualités qui permettent d'accomplir des discours et on leur donne le nom de programme. Donc, par exemple, dans l'espace sémantique du conflit autour d'EuropaCity, il existe le programme selon lequel la construction de ce projet produira de l'emploi dans la région. Et donc là, normalement, Fortunato vous partage son écran. Si ça marche. Donc, Est-ce que vous voyez le... Oui, oui, oui. Oui. Ok. Donc du coup, voilà, donc le programme selon lequel la construction de ce projet produit l'emploi dans la région. Et donc ce programme est mis en production par des interventions discursives, donc qui soutiennent la réalisation du projet. Et donc c'est par exemple, on retrouve ça par exemple dans l'énoncé 1. Donc le projet EuropaCity permettra de désenclaver et d'apporter des emplois pour les habitants du territoire. Donc on considère que dans le contexte d'une situation politique, parler dans une interaction, c'est toujours agir sur des programmes. Donc on dit qu'il existe au moins 3 opérations possibles sur un programme. Ces opérations-là, c'est l'investissement, le combat et la naturalisation. Donc on peut prendre sur le papier d'accompagnement, enfin sur l'écran de Fortunato, les énoncés A, B et C. Donc si vous regardez les énoncés A, B et C, en fait, c'est des énoncés qu'on a construits nous-mêmes à partir de l'assemblée réelle de Marina Leda, donc celle dont je vais vous parler plus précisément tout à l'heure. Et ces 3 énoncés, on vous les a écrits ici pour vous montrer qu'en fait, ils mettent en production une même entité sémantique. Alors, dans cette assemblée de Marina Leda, il s'agit de choisir une des manières de former des groupes de travail de manière égalitaire à Marina Leda, c'est de faire des tirages au sort. Donc, à partir de cette situation, on a construit les énoncés suivants. Donc, l'énoncé A dit « Il est nécessaire de procéder au tirage au sort pour ne favoriser personne ». L'énoncé B, « Il est ridicule de croire que le tirage au sort est une vraie mesure égalitaire ». Énoncé C, « Puisque le tirage au sort est une mesure égalitaire, il est urgent d'y recourir ». Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le premier énoncé agit sur une entité sémantique selon laquelle le tirage au sort est un procédé égalitaire. Le premier énoncé agit dessus en l'investissant. Le deuxième agit, l'énoncé 2, l'énoncé B, agit sur l'entité sémantique en la combattant. Et le troisième énoncé, l'énoncé C, agit sur l'entité sémantique en naturalisant l'entité sémantique. On me dit que ma connexion est instable. Vous faites du bruit si, si je suis Légèrement, légèrement, mais ça n'empêche pas la compréhension pour l'instant. Je te dirai si ça coupe. Alors, si on regarde l'énoncé A, en fait, qu'est-ce qu'on dit par investissement? Pourquoi on parle d'investissement? C'est parce que c'est les cas où les énoncés montrent les énoncés portent une revendication, ont l'air de porter une revendication, ou une demande, ou une proposition, ou font un constat, ou portent des exigences, ou un souhait. Donc c'est ce qu'on voit dans les énoncés A, on a l'impression en fait qu'il y a une sorte de revendication du tirage au sort. Ce qu'on appelle le combat, c'est ce qu'on voit dans l'énoncé B, donc, qui désigne en fait les discours qui semblent rejeter une proposition. Donc là, il est ridicule de faire le tirage au sort, ou de croire que le tirage au sort est une vraie mesure égalitaire. Et enfin, la naturalisation est portée par des discours qui semblent indépendants de toute prise de position, qui semblent problématiques, ou qui semblent présenter des faits comme scientifiques ou historiques. Donc l'énoncé C.
Donc l'investissement, le combat et la naturalisation sont des formes d'action discursive qui visent à affecter d'une certaine manière les programmes. Donc l'un de ces effets qui est pour nous central est qu'elles font évoluer le degré de polémicité des discours. Et c'est ce que Zoé appelle la stabilisation et la déstabilisation. Donc les discours qui interviennent dans les conflits cherchent de manière générale à rendre certains programmes stables, c'est-à-dire à ce qu'ils produisent des discours qui soient peu polémiques, voire complètement évidents, et à en déstabiliser d'autres, c'est-à-dire à rendre les discours qu'ils produisent sujets à débat. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant un peu plus précisément. Donc pour ça, on va regarder le premier cas. Donc le premier cas, c'est les énoncés 2 et 3 que vous avez sur le papier d'accompagnement, qui sont tirés donc de la réunion de Marina Léa en Andalousie. Donc cette réunion, elle a pour but de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, répartir le travail à l'usine entre différents groupes de travail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant cette réunion, très rapidement, il est apparu qu'il y avait beaucoup plus de candidats que de places disponibles dans les prochains groupes de travail. Du coup, les participants de l'Assemblée ont cherché des critères de sélection pour intégrer les gens dans les groupes de travail de la manière la plus égalitaire possible. Et donc, en particulier, intégrer 2 jeunes filles qui avaient encore jamais travaillé. Donc, la question, c'est comment on fait pour intégrer ces 2 jeunes filles-là. Donc, dans ce contexte, on trouve les 2 énoncés 2 et 3. Donc, d'abord, l'énoncé de Dolores qui dit « Moi, je les mettrai toutes les 2 directement. Au moins, c'est clair. » Et Canijo dit ensuite « S'il faut qu'il y ait un pourcentage, on met un numéro et celui qui tire peut entrer. Et l'autre participe au tirage au sort. » Alors, que dit Dolores plus précisément? En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que elle veut qu'on intègre les 2 jeunes filles directement dans des groupes de travail sans passer par un mode de sélection quel qu'il soit. Et Canijo, lui, dit qu'en fait, s'il faut qu'il y ait un pourcentage de nouvelles qui entrent, alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on met les 2 jeunes filles ensemble, on leur fait tirer un papier, et celle qui tombe sur le papier qui a un numéro, on intègre directement un groupe de travail. Et l'autre, elle, fait partie du tirage au sort général. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, ces 2 énoncés installent et investissent des programmes qui sont incompatibles dans le contexte. Donc, le premier énoncé, ce serait celui qui permet d'intégrer directement les nouvelles travailleuses au groupe de travail. Le second programme, ce serait celui selon lequel organiser un tirage au sort à part favorise l'intégration d'un pourcentage de nouvelles travailleuses. Et ces 2 programmes-là s'excluent en fait l'un l'autre dans cet espace sémantique. C'est-à-dire que produire des discours à partir de l'un revient à ne pas soutenir les propositions formulées à partir de l'autre. Au début de l'Assemblée, ces 2 programmes existent, ces 2 programmes sont instables, et donc les discours qu'on voit apparaître sont contradictoires. Donc on a par exemple un énoncé qui arrive après celui de Canijo, et qui dit, bon, un tirage au sort pour les nouvelles, un tirage au sort pour les autres. Qu'est-ce que fait cet énoncé? Eh ben, on dit qu'il tente de pérenniser le 2e programme en agissant au détriment du premier. Et qu'est-ce qu'on a observé dans cette réunion? En fait, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'Assemblée, le premier programme finit par être laissé de côté complètement, et le 2e produit des discours de plus en plus incontestés. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, finalement, le 2e programme devient complètement stable, et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu 2 tirages au sort qui ont eu lieu l'un après l'autre. Et l'une des 2 candidates a effectivement décroché un poste dans le prochain groupe de travail. Les interventions effectuées sur des programmes permettent de travailler le degré de polémicité des discours qui sont tenus dans le cadre d'une situation politique jusqu'à l'acquisition d'une certaine stabilité. Et parfois, certains programmes deviennent si stables qu'il est impossible, quelle que soit la position du locuteur dans le conflit, de ne pas le mobiliser. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'exemple d'Europa City. Donc, dans le cas d'Europa City, les militants écologistes qui sautent le projet visent à ce qu'il ne se réalise pas et revendiquent l'importance de sauvegarder les terres agricoles du triangle de Gonesse. Leur discours tente ainsi de stabiliser un programme selon lequel la richesse des terres agricoles implique de les préserver par des opérations d'investissement et de naturalisation. Donc on voit l'investissement de ce programme dans l'exemple 4. Ces terres de la plaine de France sont les meilleures de France. C'est une ressource millénaire qu'il faut préserver pour l'alimentation future en Île-de-France. Donc là, ce qui est constaté, c'est qu'on ne trouve pas dans ce conflit de discours affirmant qu'il ne faut pas préserver les terres agricoles. Donc ce premier programme n'est jamais combattu, pas même dans le discours des promoteurs. Et soutenir que des terres agricoles ne valent rien et qu'il importe peu de les détruire n'est même pas dissible dès le début du conflit.
On remarque toutefois quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que le programme selon lequel donc, la richesse des terres agricoles implique de les préserver n'est pas seulement naturalisé par les opposants, mais il est également par les promoteurs d'EuropaCity, et notamment par son directeur du développement, David Lebon, donc ce qu'on voit dans l'exemple 5. Les collectivités ont bien conscience qu'il y a un besoin de préserver des terres agricoles. Je vous le dis très honnêtement, je ne me lève pas le matin en me disant c'est génial, je vais bétonner des terres agricoles. D'abord parce que ça coûte de détruire des terres agricoles, ça coûte, c'est une réalité, ça coûte parce que c'est un bien commun. Donc on voit ici comment la configuration sémantique du conflit conditionne ce qu'il est possible et impossible de dire. Parce que l'investissement et la naturalisation de ce programme ont un haut degré de stabilité et parce que son combat est inexistant dans l'espace sémantique, David Lebon se retrouve en quelque sorte contraint, du moins pour rendre son discours acceptable, de produire des discours dans lesquels il affirme la richesse des terres agricoles, alors même que cette reconnaissance est contradictoire avec le soutien d'un projet comme EuropaCity qui implique la destruction de terres. Donc, suite au travail sur le programme selon lequel la richesse des terres agricoles implique de les préserver, Lebon ne peut pas se passer d'adapter son discours. Et c'est au regard de la stabilisation progressive de ce programme qu'on peut considérer qu'il devient de plus en plus difficile de soutenir un projet comme EuropaCity. Donc certains programmes ne peuvent n'être travaillés que d'une certaine façon dans un espace sémantique et d'autres sont complètement inexistants. C'est-à-dire que là, on voit que le combat d'un programme est complètement inexistant à EuropaCity et qu'il peut être travaillé que par des investissements et des naturalisations. Dans le cas où un programme devient complètement stable, en fait, ce qui se passe, c'est que les discours qui le mettent en production deviennent, eux, complètement incontournables. Par contre, la stabilisation d'une entité sémantique, elle, peut être tout à fait temporaire. Et donc, c'est ce qu'on voit avec le dernier exemple du conflit au Chili. Donc, dans le cadre du conflit autour de l'augmentation du prix du transport public dans la ville de Santiago, au Chili, donc, on peut observer l'énoncé 6, qui est formulé par la ministre des Transports, qui affirme que la décision d'augmenter les prix est en fait déjà prise. Donc l'énoncé 6 dit qu'il y a une décision qui est déjà prise, mais notre appel concerne la manière dont le système en est affecté. Les prix ont à voir avec le coût du système, et l'État en finance à peu près la moitié. Alors cet énoncé, il construit la décision du gouvernement comme indépendante de sa volonté. C'est-à-dire qu'en fait, cette décision, elle serait la conséquence de variables externes auxquelles il devrait s'adapter. L'intervention, elle installe, en le naturalisant, un programme selon lequel l'augmentation des coûts pour l'État a entraîné une augmentation du tarif pour les usagers. Donc cette intervention, on voit que c'est une tentative coercitive de stabilisation du programme. Pourquoi on dit coercitive? Parce que là, son support, en fait, c'est un texte de décret, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il est l'ordre de l'autorité de la loi. Et en présentant la décision comme déjà prise, en fait, elle est présentée comme exclue de toute mise en question, de toute mise en débat. Après une série de prises de position qui ont insisté sur les responsabilités gouvernementales dans la prise de décision, on voit apparaître des nouveaux discours. Les nouveaux discours, en fait, ils réclament l'abandon, alors que c'était présenté comme impossible. C'est ce qu'on voit dans l'énoncé 7, qui dit « Ceux qui se sont mobilisés réclament une réaction face à la hausse du prix de la vie et aux bas salaires, et nous, on veut être du côté des gens. Et c'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'annuler cette augmentation. » Dans cet énoncé, c'est prononcé par le député Boric, qu'on prononce sûrement pas du tout comme ça. Le député affirme que les dépenses liées au transport public font partie des dépenses de la vie courante et qu'il devient donc en fait nécessaire de revenir sur la décision du hausse du prix parce que les gens ne peuvent pas payer. Donc cet énoncé en fait constitue un exemple parmi une multiplicité de discours qui ont émergé à ce moment-là. Hein, c'est pas un énoncé isolé, c'est en fait un exemple de la révolte qui a été déclenchée par ce décret. Donc que fait cet énoncé? Eh ben, entre autres, il remet la question de la hausse des prix en débat. Donc c'était présenté comme stabilisé, et là on voit que cet énoncé tente de le déstabiliser. En effet, on assiste avec la multiplication de la contestation à un renforcement de la conflictualité autour de la question de l'augmentation du prix des transports et finalement, ça aboutit finalement à un renversement de la décision qui avait été prise. Et c'est ce qu'on voit avec la déclaration du président de la République, Sébastien Pinera. Donc l'exemple 8.
J'ai écouté avec humilité la voix de mes compatriotes et je n'aurais pas peur de continuer à écouter cette voix. Nous allons suspendre la hausse des tickets de métro. Donc, cette déclaration montre l'effet des tentatives de stabilisation et de déstabilisation sur le premier programme, qui finit par être déstabilisé, puis par ne plus être mis en production du tout. On observe donc un renversement radical dans la construction sémantique du conflit. Mais cette transformation sémantique ne s'arrête pas là, puisque par la suite, certains candidats aux élections présidentielles proposent la gratuité des transports publics, alors que ce type de discours était jusqu'alors rendu impossible par le débat autour de l'augmentation du prix. Et c'est ce que fait par exemple le député qu'on a déjà cité, Boric, dans l'exemple suivant, donc l'exemple 9, tendre vers un schéma de gratuité ou vers un tarif zéro dans les transports publics, les bus dans tout le pays, et favoriser leur utilisation par rapport aux autres moyens de transport motorisés comme les voitures individuelles. On assiste donc à une déstabilisation progressive du programme qui permettait de déclarer l'augmentation du tarif des transports publics, puis à l'abandon de la décision, mais pas seulement. Donc ce travail sur les entités sémantiques a permis l'incorporation dans l'espace sémantique de nouveaux programmes qui étaient jusqu'alors inexistants et qui permettent de promouvoir maintenant la gratuité des transports, ce qui nous montre comment le conflit s'est peu à peu déplacé en dehors du problème initial. Donc, pour conclure très rapidement, parce qu'on a largement dépassé notre temps, je crois, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est ce qui est en jeu dans l'évolution des situations politiques réside dans la tentative de certaines entités sémantiques stables, c'est-à-dire de rendre certaines entités sémantiques stables, c'est-à-dire en fait celles qui produisent des discours complètement évidents. Et le but, c'est aussi d'en déstabiliser d'autres pour rendre certains discours plus polémiques. Alors ça, c'est une des problématiques qu'on traite. Il y a évidemment énormément de problèmes, non seulement par rapport à cette question-là, mais par rapport aux situations politiques qu'on analyse. Donc, si vous voulez avoir un aperçu plus précis des problématiques qu'on traite, et ben, je vous invite à regarder le numéro de Réfraction numéro 5. 6 qui va être publié bientôt, donc. Et on répond à toutes les questions que vous voulez. Et donc, vu qu'on est là, on répond tous aux questions, à toutes les questions que vous voulez. Voilà.